Il a survécu à 7 ans de captivité. Il a sauvé un enfant de 5 ans au péril de sa propre liberté. Il est devenu un héros national suivi par 40 millions d'Américains. Et pourtant, la nuit qui allait vraiment le briser n'était pas celle de son enlèvement. C'était 9 ans plus tard. Voici la deuxième partie de Steven Steiner. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous conseille d'aller la voir, je vais la mettre en commentaire. Dans cette partie, on est le 2 mars 1980, à Merced, en Californie. Steven Steiner, il a 14 ans. Il vient de passer 7 ans de sa vie sous un faux nom, avec un homme qui l'a enlevé, agressé et manipulé. Il vient de sauver un enfant de 5 ans de la même captivité, et maintenant, il rentre chez lui. L'Amérique entière suit l'histoire, un héros, un enfant courageux. Mais ce qui attend Steven Steiner dans les années qui suivent est beaucoup plus compliqué que Happy Ending. Voici ce qui s'est vraiment passé après les caméras. Partie 1. Le retour, la liberté et ses cicatrices. Le retour de Steven est célébré dans toute l'Amérique. Les caméras de télévision sont là, les journaux couvrent l'histoire en première page. Mais rentrer à la maison après 7 ans n'est pas simple. Steven avait 7 ans quand il est parti. Il en a 14 lorsqu'il revient. Pendant 7 ans, il avait eu une liberté relative, pas de couvre-feu, pas de règles strictes. Il pouvait fumer, boire, faire tout ce qu'il voulait, tant que Parnell était content. Rentré chez lui, Steven trouvait que ses parents le traitaient encore comme un enfant de 7 ans et avait du mal à s'adapter car il n'avait pas autant de liberté. Il rencontre aussi des difficultés très concrètes de réadaptation scolaire. Après 7 ans hors du système, ou très peu, il doit rattraper des années de scolarité qu'il n'a jamais eues. Dans une classe d'adolescents de son âge qui, eux, ont suivi un parcours continu. Des équipes de tournage le suivent jusque dans les couloirs de l'école, ce qui exaspère certains de ses camarades jaloux de cette attention médiatique soudaine. Il est aussi moqué à l'école pour une raison bien plus sombre. Ses camarades savent qu'il a été abusé sexuellement. L'adolescence est cruelle et ses camarades ne font pas exception. Steven refuse de révéler les détails des abus et endure les harcèlements scolaires. Pour avoir été victime, il se fait traiter d'homosexuel. Il finit par décrocher de l'école. Selon sa sœur, il traverse une période où il s'enlise à la marijuana et d'autres drogues pour engourdir ce qu'il ne peut pas nommer autrement. Il aura heureusement la chance de suivre une cure de désintoxication. La relation avec son père devient compliquée. Ils ne parlent pas le même langage. Delbert est un homme de sa génération qui croit que les choses doivent reprendre leur cours normal, que Steven doit aller à l'école, trouver un emploi, devenir un adulte responsable. Steven est un adolescent traumatisé qui n'a aucun outil pour traiter ce qu'il a vécu. Son père refuse qu'il aille en thérapie, donc le conflit est inévitable. À un moment donné, après une dispute, ses parents le mettent dehors. Il doit vivre maintenant seul, il doit se débrouiller. Il commence à travailler dans des petits boulots. Et puis, il rencontre Jody Edmondson. Partie 2. Jody, la paternité et le travail auprès des enfants disparus. En 1985, Steven va épouser Jody Edmondson, âgée de 17 ans. Steven en a 20. Jody, elle est jeune, mais elle comprend Steven d'une façon que peu de gens arrivent à faire. Elle accepte son histoire. Elle ne le regarde pas comme une curiosité ou une victime, elle le voit comme un homme. Fonder une famille l'aide à surmonter son passé. Il commence aussi à cette époque à s'impliquer plus concrètement dans la cause des enfants disparus. Il interagit avec des groupes d'aide et donne des conseils à d'autres enfants et de familles touchés par l'enlèvement. Lui qui avait vécu cette expérience à l'intérieur, la manipulation psychologique, le lavage de cerveau, la difficulté de demander de l'aide même quand la porte n'était pas verrouillée, devient une des rares voix capables d'expliquer
que vivent réellement ses enfants une fois sauvés. C'est un rôle qu'il occupe sans grand projecteur médiatique, loin des caméras, qui l'avaient suivi en 1980, mais qui compte visiblement beaucoup pour lui. Le fait d'être père transforme Steven. Il a 2 enfants avec Jodie, Ashley, puis Steven Jr. Et cette paternité, cette responsabilité nouvelle d'un être humain qui dépend entièrement de lui donne quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment eu. Il a maintenant un but, un avenir, une raison de se lever à chaque matin. Steven était particulièrement protecteur envers Ashley et Steven Jr., étant donné ce qu'il avait vécu. Il disait « Ils ne sortent pas sans que j'y aille ou qu'il y ait quelqu'un dehors qui les surveille. S'ils sont juste sur le porche, la porte est toujours ouverte. Tant que je peux les voir et entendre leur voix, je suis tranquille. » Il travaille comme livreur de pizza au Pizza Hut de Merced. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas ce que l'Amérique attendait d'un héros 1980. Mais c'est une vie honnête, c'est sa vie à lui. Et en 1989, Hollywood finit par sonner à sa porte. Partie 3. Le film est la nuit du 16 septembre 1989. Le dramatique biographique I Know My First Name is Steven fut diffusé en 2 parties le 22 et 23 mai 1989. L'acteur Corinne Nemec joue le rôle de Steven, tandis que le vrai Steven fit une brève apparition dans le rôle d'un agent des forces de l'ordre. Jodie raconta que son mari était satisfait du résultat et l'audience fut au rendez-vous. La réponse du public, près de 40 millions de personnes regardèrent. Ça propulsa au sommet des audiences de NBC pour les mini-séries en une demi-décennie. Il fut nommé pour 4 Emmy Awards. 40 millions de téléspectateurs, la mini-série la plus regardée de NBC depuis 5 ans. Steven regardait sa propre histoire racontée à la nation. Il voyait un acteur jouer le petit garçon qu'il avait été. Il voyait sa captivité reconstituée par les yeux du public américain. Et selon Jodie, il était fier de ce résultat. À cette époque, Steven et Jodie s'étaient éloignés mais travaillaient à améliorer les choses. Jodie dit plus tard de son mari, Steven souffrait beaucoup, mais il s'en sortait toujours un peu importe les circonstances, c'était un survivant. Le soir du 16 septembre 1989, Steven rentre du travail à moto. Il rentre d'un service au Pizza Hut de Merced. Il conduisait sa moto sur la route quand une voiture déboucha devant lui depuis une route secondaire. Il ne portait pas de casque et fut déclaré mort d'une fracture du crâne dans un hôpital voisin. Il n'a pas de casque ce soir-là. Quelqu'un lui avait volé au mois de juillet ou au mois d'août 1989, vraiment pas longtemps avant. Le conducteur Antonio Loera prit la fuite, laissant Steiner sans aide sur la route, détrempé de pluie. Steven mourut environ 1 heure après l'accident au Merced Community. Steven Steiner meurt le 16 septembre 1989. Il a 24 ans. Ses enfants, Ashley et Steven Jr., ont 3 ans et 2 ans. Steven était sur sa moto où il rentrait du travail la veille de la cérémonie Emmy Awards pour laquelle la mini-série était nominée. La nuit avant les Emmy Awards, comme si le destin avait voulu lui voler même ce moment de reconnaissance. Partie 4. La justice qui boite. Que sont devenus ceux qui avaient détruit l'enfance de Steven? Kenneth Eugene Parnell, l'homme qui avait kidnappé et abusé Steven pendant 7 ans, est arrêté le soir même de l'évasion de Steven, à son travail. Parnell fut condamné pour enlèvement et séquestration. Il fut condamné à 7 ans de prison, mais n'en a purgé que 5. Moins de temps que le temps qu'il avait maintenu Steven en captivité. C'était scandaleux. Il y avait une fureur ouverte contre la peine, dit Sean Flynn, le journaliste qui couvrit l'affaire. 5 ans pour 7 ans d'enlèvement et d'abus sexuels répétés sur un enfant. L'Amérique crie à la justice. La famille Steiner crie à la justice. Steven lui-même dit publiquement que la peine est injuste comparativement à tout ce qu'il a pu vivre. Après sa libération sur parole en 1985,
Parnell reste étrangement discret pendant près de 18 ans. Aucune autre tentative d'enlèvement ou d'agression n'est documentée publiquement durant cette période. Il est tenu de s'enregistrer comme délinquant sexuel à haut risque et il change apparemment souvent de résidence en Californie. Mais en janvier 2003, à 72 ans, gravement malade, il souffre de diabète, d'emphysème et de séquelles d'un AVC qui nécessite des soins presque 24 heures sur 24 dans son appartement encombré de Bakerley. Parnell tente une dernière fois. Il s'adresse à Diane Stevens, la sœur de son aide-soignante, et lui demande de lui procurer un garçon contre 500 $. Mais Diane Stevens connaît déjà le passé de Parnell. Plutôt que d'accepter, ou même de simplement refuser de partir, elle va voir la police. Et elle collabore activement à monter une opération d'infiltration pour le prendre sur le fait. Selon les témoignages, Parnell précise vouloir un enfant très jeune, peut-être même jusqu'à 22 mois. Un détail qui laisse aucun doute sur ses intentions. Il paie 100 $ pour obtenir un faux certificat de naissance et garde 400 $ sur lui, prêt pour finaliser la transaction du 3 janvier 2003. Il est arrêté ce jour-là même, en plein piège. Après son arrestation, il déclare aux autorités « Je voulais une famille. » Pauvre lui. C'est pas vraiment la meilleure façon de faire. En février 2004, il est condamné pour tentative d'achat d'un enfant et tentative d'agression sexuelle sur un mineur, même si aucun enfant réel n'avait été identifié. En vertu de la loi californienne des 3 infractions, Three Strike Law, il est condamné à 25 ans à perpétuité. Enfin, ce qu'il aurait dû avoir dès le début. Il meurt en prison le 21 janvier 2008 à 76 ans de cause naturelle. Au début de l'histoire, on avait Ervin Edward Murphy, qui a été le complice de Parnell pour kidnapper Steven. Ce complice, il l'avait abordé sur le trottoir en 1972 en croyant que Parnell était un ministre. Il fut condamné pour enlèvement et condamné à 5 ans de prison. Il en purgea 2. Sean Pullman, l'adolescent qui avait aidé Parnell à enlever Timothy White, fut condamné à un séjour dans un camp de travail pour mineurs. Antonio Lorea, le conducteur, qui avait fauché Steven et a pris la fuite, se rendit finalement lui-même à la police. Il fut condamné à 3 mois de prison pour délit de fuite. 3 mois pour avoir tué Steven Steiner et avoir fui. La colère de Judy Edmondson face à ces sentences est palpable dans chacune des interviews qu'elle fait. Elle cite « Je suis très en colère. Je n'ai jamais été aussi en colère. Ça aurait été tellement différent si l'homme qui l'avait heurté était resté. » Judy vit avec ses 2 enfants qu'elle a eus avec Steven. Elle a accordé des interviews pour le documentaire Hulu Captive Audience en 2022 dans lequel elle parle de sa vie avec lui. Elle mentionnait « Steven souffrait beaucoup, mais il s'en sortait toujours, peu importe les circonstances. C'était un survivant. Il adorait sa famille. » Partie 5. Timothy White, l'enfant sauvé. Timothy est l'autre protagoniste de cette histoire, le petit garçon de 5 ans que Steven avait tenu par la main dans la nuit de Mendocino County. Timothy avait grandi, il devient adulte, et il fait quelque chose de remarquable avec son histoire. Il entre dans les forces de l'ordre. Il devient shérif adjoint du comté de Los Angeles. L'enfant sauvé devient protecteur d'autres enfants, comme Steven l'avait fait avant lui. Timothy donne aussi des conférences à des enfants sur les dangers de l'enlèvement. Malheureusement, Timothy mourut en 2010 d'une embolie pulmonaire. Il avait 35 ans. Il laissait une femme et 2 enfants. Les 2 garçons de cette histoire, celui qui avait sauvé et celui qui avait été sauvé, sont tous les 2 morts jeunes, comme si leur vie avait été raccourcie parce qu'ils avaient traversé. Le 28 août 2010, une statue de bronze de Steven et Timothy intitulée « Coming Home » fut inaugurée à l'entrée du Applegate Park de Merced. Elle représente l'adolescent Steven tenant la main du petit Timothy en train de fuir leur captivité. Conclusion,
Et teaser de la troisième partie. Il y a une phrase que Steven Steiner a prononcée dans une interview quelques mois avant sa mort. Une phrase qui dit tout sur ce qu'il était, au fond. Il parle de ses enfants, Ashley et Steven Jr., et il dit « Ils ne sortent pas sans que j'y aille ou sans qu'il y ait quelqu'un qui les surveille. Tant que je peux les voir et entendre leur voix, je suis tranquille. » Cet homme avait été enlevé à 7 ans, avait vécu 7 ans de captivité et d'agression, avait eu sa vie violée par un prédateur, avait lutté pendant des années pour se reconstruire. Et sa priorité absolue, à la fin, c'était de s'assurer que ses enfants ne le soient jamais volés. Steven Steiner est mort à 24 ans, trop tôt, bien trop tôt. Mais il a fait quelque chose à 14 ans, dans la nuit du 1er mars 1980, que peu d'adultes auraient eu la force de faire. Il a pris la main d'un petit garçon de 5 ans qui pleurait dans l'obscurité. Il l'a sorti de là et l'a ramené à la lumière. Je connais mon prénom. Je pense que mon nom de famille est Steiner. 8 mots qui résument tout ce que l'être humain peut faire de grand dans les pires circonstances, rester lui-même et sauver les autres. C'est ici que l'histoire de Steven Steiner se termine. Mais la tragédie de la famille Steiner, elle, ne s'arrête pas là. Parce que le grand frère de Steven, celui qui a vécu ses 7 ans dans l'ombre, oublié pendant que ses parents pleuraient un fils disparu, va commettre presque 20 ans plus tard l'impensable. Donc ça sera ma prochaine vidéo. La dernière de la série, la 3e, l'histoire de Cary Steiner. Donc j'espère que vous allez prendre le temps de vous abonner pour pouvoir rien manquer sur toutes les prochaines histoires et surtout celle de Cary Steiner pour pouvoir connaître la suite. Mais aussi je vous demanderai de liker mes vidéos. Ça aide beaucoup mon travail, je travaille très fort pour faire ces vidéos-là. Donc si vous laissez un petit like, un petit commentaire et vous vous abonnez, ce sera très apprécié. Alors sur ce, je vous dis entre ombre et lumière, la vérité ne dort jamais. Bye bye.